On va pouvoir ouvrir le comité des sciences fricteurs. Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme je dis souvent, pour être connu, alors je vais me présenter. Thierry Simelière, je suis le président de l'association de gestion et de restauration de l'abbaye de Beauport et de son environnement, extrêmement important, et vice-président du conseil départemental chargé de la culture et du patrimoine. Donc je vous accueille au nom de l'ensemble du conseil d'administration pour cette deuxième, on va dire, session de Science Friction, qui est donc une initiative qui a été portée par Françoise, elle est où Françoise? Elle est là, Françoise Lemoine et Jean-Charles Touzé, que je remercie sincèrement pour l'organisation de ces journées. Quelques mots, vous allez assister à la restitution des échanges qui ont pu avoir lieu et surtout de la production, j'aime bien le mot production intellectuelle de nos scientifiques que nous avons invités pour la deuxième année, puis la confrontation et la friction. La friction, forcément, il en sort des étincelles et probablement le feu et la lumière, avec les rencontres avec les différents élus qui sont présents aujourd'hui, dont Éric Botorel qui est député et Yannick Kerlegot qui est aussi député. Alors, on va dire circonscription Guingamp, Lannion, je fais court, hein, et d'autres collègues. Et moi-même, donc on a pu échanger et voir quel était le sens que l'on pouvait donner à ces réflexions. Donc on va passer à la restitution et le mode opératoire. L'objectif, une fois que les scientifiques on va dire écrit et mis en forme leurs réflexions et leurs propositions, suite aux échanges, eh bien l'intérêt, et c'est ce qui nous préoccupe, c'est surtout les rencontres avec bien sûr les citoyens, citoyennes de ce territoire pour pouvoir surtout échanger et vous faire part de nos propositions. Merci beaucoup. Donc voilà la manière dont ça va se passer. Nous allons avoir 3 présentations. Ce sont 3 présentations en fait effectivement très synthétiques de production qui sont issues des 2 jours de travail qui ont précédé. Donc juste pour vous resituer un petit peu l'exercice que nous avons fait cette année, ça fait 3 ans que nous nous réunissons, nous essayons de produire intellectuellement. Donc pour ça, on est quelques intellectuels, entre guillemets, qui se réunissent. Et l'année dernière, on avait débattu, on avait assez réfléchi sur le parallèle qui semblait y avoir entre dégradation environnementale et dégradation sociale. Et cette année, on est arrivé avec comme mandat, comme mission, d'essayer de proposer des champs d'investigation qui sont un petit peu plus précis, qu'il faudrait explorer pour progresser sur cette compréhension, ce parallèle, et puis ce parallèle qu'il peut y avoir entre dégradation environnementale et dégradation sociale, et avec comme espoir, comme ambition d'arriver peut-être de proposer des pistes, alors de solutions c'est un grand mot, mais des pistes d'amélioration de cette condition socio-environnementale. Alors là, on va vous exposer les 3 grandes pistes de réflexion auxquelles on a abouti ces jours de travail. Alors, les intellectuels, ça réfléchit beaucoup. Des fois, ça peut paraître décevant sur quoi on arrive. Vous allez dire 3 jours pour arriver à 3 idées, mais c'est déjà pas mal avoir une idée par an. Alors, 3 idées, c'est quand même assez difficile. Les 3 idées partent d'un constat. La première idée part d'un constat avec une idée générale qu'on a explorée, c'est finalement, est-ce qu'on pourrait passer de la notion de frontière à celle d'interface? Alors ça, c'est la grande idée. Alors je vais un petit peu l'expliciter, cette idée, ça part d'un constat. Le constat tient dans le fait que on a une tendance à beaucoup segmenter, une tendance forte à la segmentation des espaces, segmentation des compétences, segmentation des disciplines. On est toujours poussé par cette tendance à séparer, à segmenter les usages, qui se traduit aussi d'une segmentation dans les politiques publiques. Ceci dit, on est forcé de constater qu'on est dans un monde qui est global, qui est complètement interrelié, où tous les êtres sont interreliés d'une façon ou d'une autre entre eux et sont interreliés avec leur environnement, qu'il soit biologique ou abiotique, de sorte que cette interrelation est tellement forte qu'on parle de plus en plus d'interdépendance. De plus, on s'est aperçu que non seulement on est complètement pétri par cette interdépendance. Alors cette interdépendance,
En plus, on s'aperçoit lorsqu'on observe le vivant que ce vivant a tendance à se concentrer, à aimer, à favoriser plutôt les zones d'interface et à avoir un certain attrait pour tout ce qu'on appelle de l'hétérogénéité, alors qu'on a tendance toujours aussi à vouloir tout homogénéiser et à nier cette hétérogénéité qui nous empoisonne entre guillemets la vie d'une certaine façon. Force est de constater que le vivant aime l'hétérogénéité et aime l'interface. Du coup, on s'est dit que ça serait bien de revoir cette notion de frontière et de dépasser la notion de frontière telle qu'elle est le plus souvent acceptée, c'est-à-dire la notion de limite. Et une frontière, finalement, il faudrait complètement la reconsidérer sous l'angle plutôt d'une zone, une zone d'échange, une zone qui a tendance plutôt à rapprocher les êtres plutôt que de les séparer. Du coup, on est arrivé à une formulation de notre idée, de notre champ d'investigation, qui tient dans une petite phrase. Et cette petite phrase dit il faudrait mieux maintenant, sans doute, investir les frontières, non pas comme des limites, mais des opportunités d'échange. Donc, dans le groupe dans lequel on a travaillé, on s'est interrogé sur justement les différentes formes d'expression intellectuelles, rationalisées ou non rationalisées, et surtout qui font la place aux sensibles dans la conception et les relations que nous avons avec la nature et les autres. Alors, nous sommes partis, comme tous, du point de vue que nous étions témoins d'une dégradation environnementale et sociale absolument extraordinaire et majeure actuellement, et que dans l'urgence, surtout, on constate souvent la tentation de se tourner soit vers des réponses qui sont très scientistes, enfin considérées comme scientistes par certains, et à l'autre extrême, dans des réponses qui sont considérées comme ésotériques par d'autres. Nous remarquons en fait que les questions environnementales ne forment pas des valeurs communes et partagées par tous. Donc, par exemple, en 2013, quand l'Europe a interrogé les Européens sur les valeurs, les enjeux majeurs dans leurs pays respectifs, seulement 5% des personnes interrogées ont placé les questions environnementales comme un des 2 enjeux majeurs. Et pourtant, nous avons tous des règles dans les relations à la nature, dans nos espaces privés, dans nos espaces de vie. Alors, certains aiment nourrir les oiseaux pour les observer devant leur porte. Certains veulent maîtriser plus ou moins leur gazon ou les mauvaises herbes, ou alors les herbes folles plutôt, dans leur jardin. Nous avons aussi des relations à la nature dans les espaces publics. Donc certains craignent des allergies, d'autres aiment les abeilles mais pas les guêpes, d'autres aiment ou pas se promener dans les forêts, ramasser des champignons, chasser, faire du VTT. Et pourtant, nous avons du mal à savoir ce qui est acceptable comme ce qu'il faut faire pour l'environnement dans l'espace public et dans les normes collectives. En fait, nous n'avons pas de normes et de valeurs communes, et ces normes et ces valeurs restent à construire en ce qui concerne l'environnement et les questions écologiques. Or, pour construire des valeurs communes, nous ne pouvons pas nous contenter de discours et d'expressions rationnelles ou scientifiques, et nous ne pouvons pas non plus nous appuyer uniquement sur certains groupes, les groupes qui sont souvent mobilisés pour parler de ce genre de choses. Par exemple, les scientifiques, les décideurs politiques, les gros industriels, les lobbyistes, les ONG environnementales. Et donc, pour sortir de cette situation, nous pensons qu'il nous faut mettre en place des moyens pour faire parler les groupes silencieux, mettre en place tous les dispositifs qui reconnaissent l'autre, quel qu'il soit, qui l'écoutent, qui arrêtent de le nier et qui argumentent avec elle ou avec lui, et donner du temps aux échanges dans les espaces publics. Et ça, on apprend à toutes les échelles, aux échelles locales, mais aussi aux échelles beaucoup plus générales, parce qu'il y a vraiment urgence. Donc pour cela, nous pensons qu'il convient sans doute d'encourager la pluralité des modes de médiation, pour laisser la place non seulement au discours rationalisé, mais aussi au discours non rationalisé, aux émotions et aux relations sensibles avec notre environnement et avec les autres humains. Donc le dialogue art-science peut être une possibilité à explorer. En tout cas, ce que nous voulons proposer à discussion, c'est qu'il nous faudrait certainement sortir de l'injonction à un prétendu langage commun, qui en fait est plutôt celui de certaines personnes et de certains groupes sociaux et auxquels les autres, tous les autres, doivent se plier. Notre groupe a travaillé sur l'idée de progrès, en se demandant s'il fallait réinventer une figure du progrès
pour de meilleures relations entre les humains et la nature, ou alors renoncer à l'idée de progrès. L'origine de cette question, c'est la prise de conscience que l'on partage tous, que nos sociétés sont caractérisées par une crise généralisée de l'idée de progrès. Une crise généralisée de l'idée de progrès, c'est-à-dire que pour la première fois, on a de jeunes générations qui sont persuadées que leur vie sera moins bonne que celle de leurs parents, voire moins bonne que celle de leurs grands-parents. C'est une rupture historique, puisque toute la trajectoire des sociétés occidentales a consisté justement à proposer un lendemain meilleur, en termes d'accumulation matérielle, de santé, et d'éléments techniques. Ça a été d'ailleurs un des fondements du système démocratique de la République, qui a été intimement lié à cette notion de progrès, d'alliance entre la science, la technique et le suffrage universel. Dans cette crise de l'idée de progrès, l'écologie a joué un rôle important, puisqu'elle a installé l'idée que la situation auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est une situation de dégradation, de perte, de déclin environnemental, d'effondrement. Et d'ailleurs, c'est souvent un argument qui est opposé à ceux qui se mobilisent pour les questions écologiques, c'est de dire finalement c'est un discours pessimiste qui ne fait pas envie, qui ne crée pas de désir. C'est le point de départ. Dans la réflexion que l'on a menée, il a été décidé assez curieusement de ne pas renoncer à l'idée à inventer une figure du progrès qui soit à la fois individuelle et collective, de ne pas y renoncer parce que le propre de l'espèce humaine, c'est cette volonté de se projeter dans le temps et de penser un lendemain meilleur pour soi, pour ses enfants, pour les générations à venir. Toute la difficulté étant que, finalement, autant il semble possible, semble-t-il dans nos discussions, d'avoir un progrès au niveau individuel, avoir une vie meilleure, plus vertueuse dans la relation à la nature, autant l'idée d'une forme collective, d'une idéologie de progrès, en tout cas d'une croyance collective, semblait beaucoup plus inatteignable, beaucoup plus lointaine et beaucoup plus difficile. Puisque d'ailleurs, dans l'effondrement de l'idée de progrès, il y a l'effondrement de toutes les promesses de futur, telles qu'elles étaient incarnées par des idéologies, par des églises, par des formes collectives. De ce hiatus, finalement, nous sommes arrivés à la conclusion, que justement, peut-être que l'on se censurait, on s'interdisait la possibilité d'écrire et d'inventer de nouvelles formes de progrès qui soient à repenser complètement dans leur contenu, qui soient ouvertes à des formes de sensibles, qui soient ouvertes à une définition du progrès qui ne soit pas l'accumulation de biens matériels, mais qui soit la construction de liens sociaux, qui soit l'espace commun, qui soit la santé et le bien-être. Et d'ailleurs, si on suit les anthropologues, c'est ce qu'avait expliqué l'anthropologue Marshall Sahlins, c'est que les Indiens sur lesquels ils travaillaient n'étaient pas pauvres, puisqu'en fait, ils ne pouvaient pas manquer de quelque chose qu'ils ne désiraient pas, et que c'est simplement les sociétés modernes et capitalistes qui ont inventé la pauvreté, c'est-à-dire ce mouvement incessant dès qu'on a quelque chose, de vouloir désirer ce que l'on n'a pas. Et donc, c'est nous qui sommes pauvres, et pas ces gens qui ont une vie et qui avaient une vie apparemment frustre. Donc, à partir de là, cette formulation finale, c'est cette injonction, cette urgence à réinventer le progrès, avec néanmoins une interrogation forte qui a surgi dans la discussion avec les élus, c'est la façon dont ce mot même de progrès était idéologiquement très chargé, parce qu'il renvoyait à une croyance datée envers la croissance économique, envers la science, le progrès technique, et que peut-être il fallait le remplacer par d'autres termes, comme celui d'émancipation, qui est d'ailleurs une des figures historiques du progrès, mais une émancipation qui soit paradoxalement à définir non pas comme s'arracher à la nature, mais s'attacher à la nature, ce qui est assez paradoxal et qui est tout l'enjeu de ce que l'on doit inventer ensemble. Voilà ce qui va se passer. On va vous poser la question suivante et je vais vous expliquer le mode opératoire pour ensuite pouvoir y répondre. La question c'est, nous sommes en 2030
Et la France est devenue le pays de référence qui a su mettre tout en route pour limiter, stopper les tendances fortes en termes de dégradation environnementale et ses conséquences sociales. Et la question c'est, selon vous, est-ce que ces 3 items qui vous ont été proposés ont contribué, en tout ou partie, à atteindre ce résultat? Vous allez d'abord vous poser la question à vous-même. Donc, au bout de 3 minutes, on passera à 2. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis dans ce groupe et je vais me rapprocher de Anne-Caroline ou de Marie-Noël, voilà. Et je vais dire à Marie-Noël, en fait, moi, je pense que ces items, ils y auront fortement contribué. Pourquoi? Ou alors pas du tout. Et on va échanger toutes les deux. Donc, on a fait ça pendant 6 minutes. On va se rapprocher de 2 autres personnes qui se seront déjà regroupées. Et on va leur expliquer ce que nous, on a eu comme résultat dans notre échange. Et vous allez faire pareil. Et on va faire ça donc en 6 minutes. On est un peu... Et une fois qu'on a fait ça, donc on est 4, on va faire 4 et 4, c'est-à-dire qu'on va se regrouper et on va expliquer donc au groupe de 4 qui sera de la même manière constitué, ce à quoi on a abouti. Et au final, Anne-Caroline fera la restitution totale des éléments issus de la discussion qui peuvent avoir ou non un support. Notre groupe s'est prêté à l'exercice et petit à petit, au fur et à mesure qu'on passait à 1, 2, 4, 8, donc il est apparu d'abord que globalement on était d'accord avec l'importance de ces items pour arriver à un monde idéalisé en termes de relations sociales avec l'environnement, mais aussi il est apparu très vite qu'il était difficile, voire pour certains impossible, de se projeter dans ce monde idéalisé qui semblait pas réaliste, pas possible, vu la direction qu'on prend aujourd'hui. Alors là, il y avait un peu deux sous-groupes, ceux qui vraiment pensaient que ça allait être difficile, voire impossible, ou ceux qui pensaient que ce ne serait faisable que s'il y avait d'abord eu une catastrophe pour un peu secouer les choses, sans être capable d'imaginer de préciser quelle serait cette catastrophe. Donc déjà, vraiment une difficulté à réfléchir en termes de projection et peut-être du coup plus dans la démarche. Alors sur les éléments qui étaient quand même bien partagés, c'était l'importance de repenser la notion de frontières et de limites, de décloisonner à la fois les espaces mais les modes de pensée, les disciplines, les groupes intellectuels, sociaux, d'avoir une pensée complexe, une pensée systémique. Certains ont précisé que c'était la perspective écosystémique devrait être enseignée comme une méthodologie dans les cursus scolaires. Et l'importance aussi du bien-être, du sensible, dans une idée d'écologie qui serait partagée. Alors l'écologie, dans ce monde idéal, elle serait non seulement partagée, mais elle serait en fait au-delà transcendante. Elle serait présente partout. Elle ne serait pas découpée des autres formes de pensée, des autres formes politiques. Et également un décloisonnement alors qui va au-delà social. Alors là, c'est les plus jeunes qui disent qu'ils sont pauvres financièrement, riches intellectuellement, qu'ils vivent en colocation et que suivant les moments de leur vie, ils sont dans un groupe ou dans un autre. Donc ça, c'était exprimé de manière différente, mais partagé par tout le monde, ce changement de perspective des frontières, cette ouverture des frontières, voire cette disparition des frontières. Après, ce qui a été vraiment, je trouve, très intéressant, c'est la partie sur le progrès qui n'était pas vue pareil par tout le monde. Alors, il y avait un consensus sur le fait qu'il y aurait une notion du progrès qui ne serait pas que le progrès économique, matériel, mais un progrès en termes de bien-être, un progrès humain, un progrès... voilà, sous une forme beaucoup plus générale. Et on avait 2 jeunes parmi nous qui se sont un peu démarqués des autres en disant que pour eux, cette notion de progrès n'avait pas de sens. Il y a une telle urgence, c'est même plus l'urgence, c'est du vital. Et j'ai eu l'impression, c'est pas vu comme quelque chose de temporel.
Il n'y a pas de linéarité dans cette manière de voir le monde, donc il n'y a pas de notion de progrès, il y a autre chose à faire tout de suite ou pas, enfin dans quelque chose qui n'est pas temporel linéaire, avec des actions concrètes et transversales. Voilà, je pense que j'ai fini. On a discuté, est-ce qu'il fallait imposer ou pas des actions en faveur de l'écologie, mais bon, ça, c'est pas du tout qui a fait consensus. Hein, mais cette notion de progrès, je pense vraiment une différence quand même de vue dans le fait qu'il faille voir quelque chose comme une progression temporelle ou sortir même de cette idée-là, de cette linéarité temporelle. Alors, moi j'ai entendu beaucoup de choses, c'est compliqué de restituer évidemment. Si je devais commencer, je dirais que les 3 points, il y avait une certaine adhésion sur les 3 points et en même temps des doutes considérables sur les 3 points. Et qu'en tout cas, il y avait quelque chose, moi, que j'ai entendu plusieurs fois, qui n'avait peut-être pas, alors on va peut-être pas avoir l'impression que ça a à voir avec, c'était la question de la reconnaissance des singularités de chacun, des individus, la reconnaissance des capacités, et que l'ordre des hiérarchies des sociétés ne détermine pas l'ordre des capacités et des compétences. Et il y avait une métaphore ou une allégorie, je ne sais pas comment dire, enfin, sur les chantiers navals où les maîtres ouvriers sont définis comme des sachants par les ingénieurs. Et peut-être que pour pouvoir penser ces questions de relations société-nature, il faut considérer que les sachants ne sont pas nécessairement seulement là où on les situe d'habitude. Et que cette question du respect des singularités, en fait, de façon assez étonnante ou pas, j'en sais rien, moi j'ai eu l'impression que le débat avait abandonné en quelque sorte, pour une bonne part, ces 3 points, pour se concentrer sur un enjeu pour 2030, là, qui est la question du renouvellement de la démocratie. Et du renouvellement de la démocratie, c'est-à-dire de laisser la parole aux individus singuliers, de reconnaître leurs compétences, d'accepter qu'il y a à apprendre et de partager l'expérience, de ne pas constituer les politiques comme des flux descendants du sommet vers la base, mais d'être dans l'interaction permanente et dans une certaine forme d'équilibre ou d'égalité entre les bases et les sommets, et que c'était comme ça qu'on arriverait à, en quelque sorte, redéfinir peut-être le progrès, si tant est que ça n'avait pas l'air d'être l'objectif du groupe de redéfinir le progrès, ni de le rejeter, de dire qu'effectivement, peut-être qu'il y avait des façons de penser le progrès qui étaient datées et risquées, mais qu'il était relativement facile de dire qu'on allait se débarrasser de notre vision actuelle du progrès dans un univers de nantis, et que peut-être dans d'autres lieux de la planète, ma foi, le progrès restait absolument d'actualité, y compris dans sa définition matérialiste. Que d'autre part, moi, ce qui m'a surpris, c'était la jeune fille qui était dans le groupe, pour qui l'idée du progrès avec un grand P, ça lui disait rien. Moi, j'ai trouvé ça assez étonnant parce que ça lui disait rien, en sens que c'était pas le modèle, enfin, c'était pas le socle justifiant les sociétés, et qu'au contraire, finalement, il y avait des tas de progrès. Des progrès, il fallait considérer un progrès écologique, un progrès technologique, un progrès philosophique, que ces différents ordres de progrès s'entremêlaient sans qu'on sache très très bien s'en débrouiller, et que les questions n'étaient pas réductibles peut-être à une vision monolithique. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai déduit. C'est que nous ne pouvions pas penser le futur de la même façon que les générations précédentes l'ont pensé, avec une vision finalement très petite, très mesquine à bien des égards, et très simplifiée. Qu'il fallait faire avec la complexité du monde. Et pour finir sur la question des frontières, là aussi, j'ai eu l'impression, à travers ce que j'entendais, mais je n'entendais pas forcément bien tout, en fait, l'idée de transformer les frontières en espaces d'échange, c'était pas évident, parce que les frontières, c'est aussi des lieux définissant de l'identité de chacun, du territoire de chacun, et que, à vouloir transgresser les frontières, les transformer en espaces d'échange, etc., est-ce qu'on ne risquait pas de reconstituer d'autres frontières à l'intérieur des espaces qu'on est en quelque sorte libérés de leurs frontières? Donc, peut-être qu'il faut qu'on aille quand même plus loin que ces affirmations relativement simples,
Et que ce qui nous est dit, c'est que quand même la question fondamentale pour les 2030, c'est bien la question d'une démocratie qui considère mieux la parole et les formes de parole de chacun. Et donc peut-être que cette question de ne pas réduire... Enfin, le discours rationalisé, il a été clairement assimilé à un discours technocratique. Et le discours sensible au discours du citoyen, en quelque sorte. Et que, oui, cette frontière-là, sans doute faut-il la transcender là, mais que ce ne sera pas... Enfin, finalement, la question de l'environnement, c'est d'abord une question de démocratie, et que la rupture que nous avons provoquée avec notre environnement, c'est d'abord une rupture que nous avons présentée. D'une certaine façon, si je devais tirer une morale de ce que j'ai entendu, c'est que la rupture avec la nature, c'est au moins autant une rupture entre les humains. Alors, nous, je vais faire une restitution un peu différente, hein, parce qu'on est parti de... En 2030, la France est devenue une référence. Pourquoi ? Donc, nous avons passé un petit peu de temps à essayer... Déjà, on n'était pas d'accord sur le fait que ce soit possible en 2030. Donc, je pense qu'on était d'accord sur le fait que ce ne sera pas possible en 2030, mais on a joué le jeu. Donc, en 2030, la France est devenue une référence parce que... Alors, j'ai essayé de replacer les 3 items en... Ouais, enfin, j'essaie de les classer, on verra. Donc, nous avons tous intégré nos corps dans la nature, soit par nos expériences personnelles, soit en s'appuyant sur, en regardant ce qui se passe dans d'autres modèles de société. Nous avons alors découvert des analogies entre tous les êtres vivants, et pour tout le monde, la solidarité écologique et sociale est devenue une évidence. Alors, en 2030, la France est devenue une référence parce que nous avons créé d'autres formes de pensée, nous les avons intégrées dans nos modes d'agir, nous avons intégré le sensible dans les rationalités. Nous avons aussi inventé des formes de partage entre différentes formes de savoir, beaucoup plus que de médiation, donc qui ne sont plus de la médiation de gens qui savent vers des gens qui ne savent pas, mais des partages de différents types. Et pour dire autrement, tous les utilisateurs ont leur mot à dire et la place pour le dire. Enfin, en 2030, la France est devenue une référence parce que les décideurs politiques sont devenus des animateurs et non plus des prescripteurs, parce que le droit a intégré des éléments de fraternité par rapport à la nature. Alors ça, c'est une petite référence, mais la fraternité, c'est aussi un des 3 mots de notre voilà, République. Que le ministère de l'Environnement a disparu, parce que c'est devenu une compétence du Premier ministre, et puis parce qu'il n'y en a plus besoin. Que le mot même de mixité sociale a disparu aussi, parce que c'est également une évidence, il n'y a plus de ségrégation. Et que finalement, nous sommes passés d'une société d'avoir à une société d'être et d'être ensemble, et que nous sommes devenus capables de devenir ensemble. Eh bien, bon courage. La bonne nouvelle, comme pour tous les groupes, c'est que les débats ont été tellement riches qu'ils sont très difficiles à synthétiser. C'est un véritable défi. Néanmoins, ce qui apparaît très nettement, et ça fait écho avec tout ce qui a été dit, c'est que finalement, c'est quand même assez étonnant. On est parti de l'idée qu'on allait discuter des rapports entre humains et nature, et en fait, en discutant de la nature en mettant en question, en fait, on a discuté des humains, en fait. C'est-à-dire que réfléchir sur la nature, ça fait bouger les humains, et ça fait bouger la façon dont nos sociétés sont organisées. Ce qui donne la chose suivante entre les 3 thèmes. Sur les premiers, ce qui est apparu très nettement, c'est que parler des frontières dans la nature, c'est évidemment poser aussi la question des frontières entre les hommes. Et la façon dont ces frontières sont ou non closes, traversées par des migrants, la façon dont la disparition des frontières pourrait aussi se faire au détriment des identités, vers une uniformisation. Et là, la notion d'interface semblait pour les uns et les autres intéressante, comme justement quelque chose qui permette à la fois de ne pas renoncer totalement, mais en même temps de faire de la frontière non plus une limite stricte, mais une sorte d'espace qu'on traverse, sur lequel on négocie, on se mélange, on échange. Voilà. Sur le deuxième thème, il y a eu très nettement un consensus immédiat sur l'importance des émotions, la légitimité des émotions,
et la façon dont elles étaient effectivement pas suffisamment prises en compte, mais sur la manière dont finalement, eh bien, accorder une légitimité aux émotions, à la sensibilité, c'était encore une fois interroger l'humain. L'humain dans sa dignité, l'humain dans sa caractéristique, dans son humanité même. Et finalement, la sensibilité est apparue comme quelque chose d'extrêmement naturel et tout à fait le propre de l'homme, et qui ne devait de ce fait, qui ne devait pas être nié et rejeté, malgré les difficultés, puisque être sensible, c'est d'abord un retour sur soi, en fait, sur une forme d'individualité aussi, et qu'il y avait ce risque. Enfin, sur le troisième thème, sur la question du progrès, est apparu de manière, je crois, unanime, un rejet d'un progrès qui ne serait défini que par l'argent, la performance, l'accumulation de biens, les moyens financiers. Et que si ces moyens financiers, l'argent devait intervenir, il devait intervenir justement comme être mobilisé pour les autres causes, être mobilisé pour les deux premiers items, et non pas comme une fin en soi. Ce qui amènerait du coup à résoudre le problème du sentiment d'insatisfaction, du sentiment d'inutilité, puisque désormais la définition a bougé. Et donc, si on devait résumer en un mot, c'est que finalement, traiter des questions écologiques et environnementales, c'est tout simplement traiter des humains, effectivement, comme l'a dit François, ce qui n'est pas une mince conclusion si on pense à la façon dont on est organisé dans le débat public et politique, la question de l'écologie comme quelque chose de segmenté, au départ, voilà, tant institutionnellement que politiquement. Merci beaucoup.